Bonsoir. Donc moi j'ai accepté l'invitation d'Arcueil pour venir vous présenter ça, le design actif. J'en parle pas mal depuis quelques années à travers la France et on agit en France et à l'étranger. Moi je suis gérant d'une société qui s'appelle Playgon et je suis notamment expert en design actif. Playgon, c'est une société qui travaille depuis 45 ans en France et qui aménage des espaces ludiques et sportifs. Donc dans un premier temps on faisait que des espaces sportifs, mais la pratique du sport elle évolue dans notre société. Et le sport se pratique de plus en plus en accès libre et dans les extérieurs. Donc nous, on travaille auprès de la ville pour amener les équipements sportifs dans la ville. Et comme on rapproche beaucoup le ludique et le sportif, on parle de ludico-sportif et on travaille sur ce thème-là. Le design actif, c'est une invitation à bouger sans s'en rendre compte. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé ce que c'était le design actif, un peu plus haut, je crois. Et c'est en fait un concept qui participe à lutter contre la sédentarité. C'est un moyen, une approche différente, associée à l'urbanisme, qui va nous permettre de transformer des lieux qui n'ont pas forcément d'activité ou pas forcément d'usage pour en faire des espaces où il va se passer quelque chose. Alors où on va créer des regroupements de personnes, où on va créer du jeu, où on va créer une mise en sécurité qui va permettre une pratique physique ou ludique, et où on va transformer l'espace pour lui donner une dynamique autre que celle qu'il avait. Donc je suis certain qu'à Arcueil, vous avez des espaces qui sont soit sous peu utilisés dans la journée, soit pas assez, soit pas comme vous l'aimeriez. Le design actif peut permettre de répondre à ça. Je vais vous montrer, avant de passer là-dessus, avant de passer sur les chiffres santé, je vais vous montrer des vidéos pour que vous puissiez vous mettre ça en tête. Alors, on va commencer par celle-ci. Ça, c'est une vidéo liée au design actif. Donc là, on voit qu'il y a des transformations d'espace. Donc c'est pas nous qui avons fait ça, mais on a pris une vidéo pour vous montrer ce que c'était les avant-après, avec pas mal de vues. Voilà ce que peut être le design actif. Là, c'est la transformation d'un rond-point pour permettre aux gens d'être plus en sécurité. Là, c'est la transformation d'une rue aux écoles. Donc il y a pas mal d'éléments de ce type-là qui vont permettre d'animer la ville et de lui proposer quelque chose de différent. Je vais vous couper l'anglais. We've not only made the intersection safer, we've not only made it more beautiful, but we're doing the two together. Donc ça permet de sécuriser des espaces comme ça, là par exemple des dessous de pont, là, des tabliers de pont qui sont pas souvent très avenants. En amenant de la peinture, des éléments ludiques, on va ramener des populations en dessous et des populations qui sont des familles, qui vont venir jouer, qui vont venir pratiquer du sport sous ces espaces-là. On va couper celle-ci ici. Je vais vous montrer. Hop, ici. Ici, je vais vous montrer une réalisation qu'on a faite à Saint-Dizier, qui a été inaugurée la semaine dernière. Cité olympique, à l'occasion de l'inauguration de ces installations de design actif. Un dispositif mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui consiste à aménager l'espace public afin de rapprocher de l'activité physique et sportive celles et ceux qui en sont le plus éloignés. La ville de Saint-Dizier a réussi à le mettre en place de manière hyper simple. Je trouve que ça se voit et c'est beau pour aussi les habitants, la population. Et on voit que les habitants, la population arrive ici à se bouger maintenant de manière simple, ludique et spontanée. Et c'est ça qu'on recherchait. Une installation de design actif qui s'est faite à l'école Jean Massé en centre-ville. Et on peut dire que les enfants ont déjà leur activité favorite. L'escalade. À peine installés, ils se sont déjà approprié ce nouvel aire de jeu et sont bien conscients de son utilité. Je pense que c'est bien, c'est physique, c'est fait pour les sportifs, c'est pour nous entraîner, plein de choses. On peut s'amuser, on peut sauter de rond en rond, on peut faire plein de choses. C'est sympa et c'est à côté de l'école, donc c'est pratique, c'est sportif et c'est un peu compliqué. Plus de 2900 collectivités locales sont labellisées Terre de Jeux 2024. La ville de Saint-Dizier fait partie des 6 territoires pilotes de design actif. L'école Jean Massé et le Pump Track sont les 2 premiers sites à bénéficier de ces installations. Mais le maire de la ville ne compte pas s'arrêter là.
On veut mettre du design actif dans les cours d'école, les 12 cours d'école que nous avons, et également autour d'équipements qu'on va ajouter. C'est un engagement qu'on avait depuis longtemps, mettre des city-stades et des équipements sportifs un peu partout dans la ville pour que les jeunes puissent se bouger partout où ils le veulent. Pédalier connecté, radar de vitesse ou encore chronomètre. Grâce à tous ces outils, la ville de Saint-Dizier va continuer de promouvoir l'activité sportive en proposant un événement une fois par mois jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc là, je voulais vous montrer ces deux vidéos. La première, c'était une vidéo où on avait effectivement... Alors, je vous ai montré ces deux vidéos parce qu'il y en a une qui était destinée à vous montrer ce que peut être la transformation d'une ville et des espaces urbains avec de la mise en peinture et la création de mobilier simple et coloré pour transformer la ville et pour voir vraiment le avant-après, comment ça va être incité. Et là, Saint-Dizier, ce qui était intéressant, c'est que le maire avait très envie d'être action, en fait, d'être membre de Terre de Jeux, donc il était Terre de Jeux, et il a été acteur très rapidement. Il a décidé, lui, de lancer le design actif dans sa commune pour activer sa ville. Donc il a demandé à ce qu'on réalise ça sur sa commune. Derrière, il a pu intervenir, il a pu faire l'inauguration avec Paris 2024 qui est là. Paris 2024 est très actif sur le design actif, on y viendra plus tard parce que ils ont intégré ça au sein de Paris 2024 et c'est au centre de la philosophie de Paris 2024 et de l'héritage que d'offrir du design actif dans les villes pour permettre aux gens de bouger. On va regarder rapidement des chiffres santé. J'ai beaucoup de blabla, il y a beaucoup de slides. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse avoir des échanges à la fin et suffisamment d'échanges pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse parler. Généralement, c'est hyper intéressant. Alors ici, ce sont les chiffres de l'ONAPS. Donc ce dossier-là, je pourrais le remettre à Alicia derrière si besoin. Et puis les éléments, les stats, etc., on pourra vous les rendre. Donc on a un réel souci aujourd'hui de sédentarité dans notre pays. Et d'ailleurs dans tous les autres pays, où on a, en 40 ans, on a perdu 25% des capacités cardio-pulmonaires chez les enfants. Donc aujourd'hui, les enfants, quand il y a 40 ans, ils partaient tout seuls à 3 km de chez eux. Aujourd'hui, c'est 300 mètres en moyenne. Donc aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont dans les cours d'école et ici, la Jules Ferry, qui sont en plus mauvaise santé que les enfants qui étaient là il y a 40 ans. Et donc, on cherche à trouver des capacités et des éléments pour permettre à ces enfants de grandir en meilleure santé et de les accompagner. Le design actif est une clé, n'est pas la clé de tout, mais en est une et va permettre aux enfants d'aller s'activer plus facilement, va permettre aussi aux familles de s'activer plus facilement et à toutes les tranches d'âge de se retrouver, de se confronter et de repenser l'espace de la ville et l'espace sportif ensemble. Ici, ça c'est le temps d'écran. On voit que le temps d'écran augmente au fur et à mesure de l'âge. Et encore là, je pense que les 2h10 chez les enfants, c'est bien éclaté aujourd'hui. Et qu'on pourrait être bien supérieur à ça. On va passer sur le plan d'action actif, donc les 3 piliers. Donc ça, c'est les 3 piliers qui consistent au design actif. Donc on va avoir les loisirs actifs, les transports actifs et le bâtiment actif. Ces 3 éléments associés vont résumer un petit peu le design actif. On va les prendre un par un. Les loisirs actifs, c'est la mise à disposition d'équipements, d'aires de jeu et de loisirs accommodants qui vont permettre au groupe d'âge et à toutes les capacités physiques et à toutes les personnes qui en ont envie et qui le souhaitent de venir pratiquer un sport ou un loisir sur un équipement qui va être, comme vous avez à Arcueil, une aire de jeu ou un espace sportif, ou alors, comme nous on aime aussi le faire, des espaces qui vont être multigénérationnels et multi-activités, où on va coupler le ludique et le sportif, donc les aires de jeu avec les équipements sportifs, ce qui va permettre au plus grand nombre de venir sur le même espace, de se rencontrer, de créer ce lien qu'on souhaite créer et donc de créer un échange entre les populations, de créer une mixité, qu'elle soit mixité de genre ou mixité sociale, et de faire en sorte que les gens se rencontrent. Parce que dans les espaces qu'on va avoir très souvent, dans les équipements sportifs qu'on va avoir, vous allez vous retrouver sur par exemple un terrain multisport que vous connaissez tous dans vos villes. Vous avez le terrain multisport et très souvent ce sont, peut-être que l'adjoint au sport me le dira, le validera, mais généralement ce sont que des garçons qui jouent sur le terrain multisport et nous notamment à travers le design actif on cherche à répondre à une question: pourquoi il n'y a pas de jeunes filles qui pratiquent du sport sur les équipements en accès libre? Et à travers ces équipements-là qui se veulent plus attractifs, on essaye d'y répondre.
Donc après, on pense aussi des équipements qui vont avoir un design très différent pour pas heurter, mais vraiment attirer les gens. Et on propose des équipements sportifs qui peuvent être totalement différents. À gauche, là, vous avez une espèce de stade d'athlétisme, un complexe. Vous allez pouvoir courir, et à droite, c'est un plateau multisport. Donc on va essayer de casser les codes sur les équipements pour proposer des aménagements qui changent de l'ordinaire, qui sont des équipements sportifs, mais qui vont s'intégrer dans votre ville pour lui amener quelque chose un supplément d'âme et une couleur différente, et quelque chose qui va être, là pour le coup, remarquable, et qui va être remarquable et remarqué, et que vous, les citoyens et les habitants de la ville, vont pouvoir intégrer, en tirer une fierté, et derrière pratiquer une activité. Donc là, ici, vous voyez, vous avez sur ces espaces-là, vous avez des espaces pour pratiquer du sport, vous avez aussi des aires de jeu qui vont être dans les trous, là, par exemple, à gauche. Vous avez des espaces pour vous reposer, vous asseoir, des podiums, vous avez des espaces de rencontre, il y a des espaces pour se protéger du soleil. Il y a aussi des espaces des sanitaires, mais on ne les voit pas, parce que les sanitaires, c'est une vraie question sur les espaces ludiques et sportifs. Donc on a les transports actifs. Donc ici, c'est par exemple le travail sur la transformation d'un pont. C'était un pont qui à la base était articulé que pour les voitures et qui a été redessiné pour en faire un lieu de vie et de rencontre. Cet exemple, il est assez extrême. C'est quelque chose qui avait été dessiné pour une ville asiatique, Shanghai. Et donc on l'avait dessiné avec notre partenaire là-bas pour transformer un pont sur lequel il ne se passait pas grand-chose en fait. Et à la place de le détruire, l'idée, ça a été d'en faire un lieu de ce type-là. Donc c'est un projet qui va avoir lieu et qui va être créé et installé dans les années qui viennent. Je ne peux pas vous dire quand exactement parce qu'on a un petit Covid international qui s'est installé et c'est pas simple. Ici, on a les bénéfices-risques de l'utilisation des transports actifs. Donc les risques de l'exposition à la pollution atmosphérique et l'accidentologie piétons et cyclistes. Et les bénéfices, c'est l'activité physique, la santé physique et mentale, l'accidentologie évitée, les coûts individuels réduits, la gestion du temps, etc. Donc on a tout un tas de choses qui montrent que pousser le transport actif, quel qu'il soit, hein, là vous en avez quelques-uns ici comme le vélo, la marche, le roller, la trottinette ou encore le fauteuil roulant non motorisé. Ça va vous permettre de développer et de lutter contre les méfaits de la sédentarité. Le design actif va inviter à traverser la ville et passer d'un site à l'autre et de s'activer, va vous inviter à aller marcher dans la rue, à aller vous déplacer à pied, à amener une nouvelle mobilité et en évitant au maximum d'utiliser la voiture. Donc là, ici par exemple, vous avez... ce slide est hyper intéressant. Donc là, sur votre lieu d'études, vous avez 59% de transport motorisé pour aller sur votre lieu d'études, 41% simplement de gens qui vont à pied ou en vélo. Ici, quand vous allez au travail, ça s'accentue encore, c'est 73% de transport motorisé pour 27% de transport actif. Et c'est quelque chose qui va crescendo. On vous invite à prendre votre véhicule et rester dedans. Nous, on pousse à vous activer. Ça, c'est une transformation de rue. Pardon, j'oublie à chaque fois que j'ai mon écran devant. Ici, c'est une transformation de rue où, à la base, elle était complètement destinée à une rue piétonne, à une rue avec des véhicules. Les véhicules ont été sortis pour la plupart, parce qu'après, vous avez toujours les véhicules de sécurité qui ont le droit de circuler, qui peuvent circuler, ou les autobus. Mais pour la plupart, ont été écartés pour rendre la rue piétonne. Aujourd'hui, de nombreuses collectivités s'interrogent sur le fait de rendre leur centre-ville complètement piéton ou quasiment piéton comme ici. Et on parle notamment de ville du quart d'heure sur ces espaces-là qui vont permettre aux gens de vivre à pied et avec des mobilités actives tout autour de chez eux sans avoir la nécessité de prendre leur voiture. Et enfin, le bâtiment actif qu'on va pouvoir retrouver dans les bâtiments tels que les gares, tels que les écoles, tels que les hôpitaux. C'est pareil, on est toujours dans cette invitation à bouger. Qu'est-ce que je mets en place pour que vous alliez utiliser l'escalier plutôt que l'ascenseur? Donc ça, c'est la chose facile. Mais qu'est-ce que je mets en place comme ces deux messieurs-là, pour créer des espaces en fait, qui vont permettre aux gens de venir se parler et de créer du lien? Parce que très souvent, en fait, dans les bureaux, vous allez vous retrouver avec une tonne de collègues, mais vous n'allez pas prendre le temps de vous parler. Donc ça sert également à ça,
à se créer ce lien social entre les gens et à amener la rencontre et à redéfinir les lieux pour les rendre plus agréables. Donc là, vous voyez, c'est des choses qu'on réalise de manière régulière. Maintenant, on en met dans les magasins ou dans les bureaux ou dans les gares. On installe des toboggans et on les installe dans les bureaux et on les installe à dimension d'adulte. Parce que, comme ça, les adultes surtout peuvent le prendre. Et donc, ce n'est pas uniquement destiné aux enfants. Donc, dans notre travail, on travaille aussi sur la création d'aires de jeu qui ne vont pas être destinées qu'aux enfants. Parce qu'on considère que les gens doivent se rencontrer. Pour que les gens se rencontrent, on doit proposer et on souhaite proposer des équipements ludiques qui vont répondre aux attentes des enfants mais des adultes et qui vont être accessibles aux adultes. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer des aires de jeu aussi sur lesquelles les adultes et les parents, papa, maman ou grand-père vont pouvoir et grand-mère vont pouvoir aller dessus, accompagner le petit enfant et jouer avec le petit enfant. Parce que, comme vous pouvez le constater assez aisément sur les aires de jeu, elles sont à destination d'un public, c'est calé. Vous voyez très rarement des adultes dessus, alors qu'en invitant les adultes dessus, vous allez favoriser les apprentissages des petits, vous allez amener de la bienveillance sur l'aire de jeu, et vous allez l'aider à s'activer, vous allez lui montrer l'exemple, ce qui est absolument nécessaire pour que l'enfant grandisse très bien. Alors là, on va attraper les 12 principes du design actif. Donc ces 12 principes, on va les prendre les uns derrière les autres. Quand on les met à disposition d'une collectivité, ces principes, vient avec ces principes une charte et une grille de qualité sur lesquelles on a mis des objectifs, sur lesquels on a mis des points, et pour vous permettre d'évaluer le travail qui est à faire et le travail qui reste à faire. Donc ça permet de faire évoluer l'aménagement dans le temps pour pour l'améliorer au fur et à mesure que vous allez travailler avec l'espace urbain, que vous allez travailler avec les habitants de la ville, en les questionnant. Donc on pousse à la concertation, on pousse à la consultation pour que les échanges puissent se faire entre la collectivité et les habitants pour à chaque fois améliorer ça. On pousse à l'échange pour que le résultat soit optimal et qu'il soit complètement accepté par les citoyens. Donc une activité pour toutes et pour tous. Donc on travaille dans l'inclusion, on travaille pour la mixité, mais dans la mixité de genre, d'âge, d'aptitude et d'accessibilité, de communauté. Donc on va essayer de proposer au mieux des équipements qui vont être de design universel, comme on l'a indiqué là-haut, qui vont répondre aux différents besoins. Comme j'ai pu le montrer tout à l'heure sur l'image où on avait un espace de repos, un espace, une ombrière, un espace où on pouvait se poser, un espace de jeu, un espace de sport. Donc là, on va être sur un design universel. Je vous montre toujours des exemples de ce type. Ici, c'est le réseau piéton dominant. Donc c'est le second principe. Donc on parle de ville du quart d'heure depuis 2 ans. Il y a un sociologue, je pense, ou un urbaniste qui s'appelle Carlos Moreno, ou les deux d'ailleurs, urbaniste, sociologue, Carlos Moreno, qui parle de la ville du quart d'heure. C'est un thème qui est repris à l'international maintenant et qui pousse à créer des espaces où tout serait accessible en un quart d'heure à pied ou en vélo et dans lesquels les gens pourraient se rencontrer assez facilement. Aller au travail, faire les courses, etc. Un réseau piétonnier prédominant, vivre, marcher et jouer, où là on a un petit exemple de planification quotidienne. Ici, l'apaisement de la circulation pour favoriser cette ville du quart d'heure, ou en tout cas le savoir marcher et optimiser cette marche active. Ce sont des transformations qui permettent de sécuriser les espaces. Ici, ça c'est le rond-point qui existait précédemment et qui a été transformé comme ça, où les circulations ont été optimisées pour que les voitures fassent attention déjà au public, et non plus que le public fasse attention aux voitures. C'est important d'inverser la donne en fait, que ça soit bien les voitures qui fassent attention aux piétons et non pas le contraire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait. Vous dites à vos enfants de faire attention alors que ça devrait être les voitures qui devraient faire attention à vos enfants et pas l'inverse. Et ces espaces-là qui sont retravaillés avec des grosses signalisations et des grandes couleurs et des choses très visibles vont permettre de sécuriser ces espaces-là, ces espaces urbains, et puis vont amener aussi un autre sens. Là, vous voyez, il y a une espèce de place qui a été créée sur
sur cette mise en peinture et qui le week-end est utilisé pour permettre aux gens de se rencontrer. Ça, c'est Super Lichen, c'est au Danemark. C'est la référence mondiale du design actif. C'est une place sur laquelle il ne se passait absolument rien, qui a été prise en compte pour être transformée en un espace, sur cet espace multigénérationnel dont je parlais, et qui permet de traverser complètement la ville, et qui permet de se rencontrer, de jouer. Vous voyez, là, il ne va pas y avoir d'aire de jeu, il ne va pas y avoir d'équipement sportif. Par contre, si vous y allez type un week-end, vous pourrez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui se mettent à courir dans tous les sens et qui s'approprient cet espace-là, enfin ces espaces-là, et que les familles, c'est devenu un vrai lieu de destination. À bien intégrer le fait que cet espace-là n'avait aucune vie avant cet aménagement, et qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai lieu de destination sur lequel on a plaisir à se retrouver. C'est aussi devenu un lieu touristique. Si vous allez à Copenhague, vous allez y aller parce que c'est intéressant d'aller voir les aires de jeu sur Copenhague ou au Danemark, et c'est intéressant d'aller voir ces espaces-là qui sont totalement nouveaux par rapport à ce que nous on a l'habitude de rencontrer. Vous voyez, après il n'y a pas de souci à s'imposer de mélanger des éléments de couleur ou de graphisme sur ces espaces. Donc, on parle d'itinéraires pédestres et cyclables connectés. Donc, on parle aussi de boucles et de création de boucles sportives ou de boucles ludiques ou de boucles commerciales dans la ville pour soit réactiver des centres-villes qui sont en souffrance. Donc, on va créer des circulations qui vont permettre aux gens de se déplacer dans la ville et de redécouvrir leur ville. On va créer des espaces, des boucles sportives qui vont permettre aux sportifs de découvrir les espaces sportifs qu'il y a dans la ville, parce que très souvent ce qui se passe, c'est que vous habitez d'un côté de la ville et que vous n'allez pas de l'autre côté de la ville, et que les collectivités sont très souvent très bien équipés en équipement sportif, mais que les habitants ne le savent pas forcément parce que c'est pas dans leur quartier et ils n'ont pas l'habitude de changer de quartier. Donc on va les inviter à traverser la ville avec des panneaux-tiques, avec des affichages qui vont leur permettre de découvrir ce qui se passe ailleurs. Pour la petite histoire, les équipements sportifs dans les villes, comme on n'a plus de place dans les centres-villes, bon après ici Arcueil c'est très dense, mais sur les villes qui sont périurbaines à l'extérieur de Paris ou à l'extérieur des grosses villes, on a tendance à mettre tous les équipements sportifs à l'extérieur parce qu'on a de la place. Et donc quand vous vous retrouvez au centre-ville ou d'un côté de la ville, pour aller de l'autre côté, vous avez besoin de votre voiture ou des transports urbains pour pouvoir vous déplacer. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est que ces espaces-là soient à destination par mobilité active, en fait, que vous puissiez y aller facilement par vous-même et que vous puissiez aller rencontrer d'autres personnes sur la commune. Ici, on est toujours dans la suite de la boucle sportive, donc implantation d'équipements collectifs, création d'un parcours dans la ville reliant l'ensemble des services. On est dans cette volonté de créer des espaces où vous allez faire plusieurs choses en même temps. Donc dans les boucles, on va pouvoir rencontrer ces éléments-là. On va pouvoir créer des espaces sur lesquels vous allez pouvoir sortir de chez vous, aller d'un espace de commerce à un espace sportif, de loisirs, d'éducation, de culture, d'aire de jeu, etc. C'est ce qui se fait depuis quelques années déjà dans les centres commerciaux, où on essaye de vous faire rester dans les centres commerciaux, dans les très grands centres commerciaux qui s'ouvrent, et notamment ceux à ciel ouvert, ou sur lesquels nous on travaille aussi. On travaille sur ces boucles-là, des boucles commerciales, des boucles d'attractivité qui vont vous permettre de rester le plus longtemps dans la journée sur le centre commercial. L'idée c'est que vous subissiez pas, mais que vous preniez du plaisir dans cet espace commercial. Que vous puissiez manger, aller jouer sur l'aire de jeu, aller au cinéma, aller vous acheter des vêtements. C'est exactement la même chose que la partie qu'on utilise, c'est du design actif mis à disposition des centres commerciaux et qu'on intègre dans les collectivités pour rendre disponibles ces espaces. Pardon. Les réseaux d'espaces publics multifonctionnels, c'est la réhabilitation ou la création d'espaces inclusifs pour les familles. C'est la transformation d'équipements qui sont déjà existants
pour les transposer en équipements qui sont innovants et qui vont ramener des gens dessus, et toujours avec cette histoire de lutter contre la sédentarité, et ce chiffre qui est quand même monumental, et qu'on met très souvent en avant avec la perte de 25% de capacité cardio-pulmonaire chez les enfants. Si vous rapportez ça sur un 200 mètres, les enfants mettent une quinzaine de secondes de plus qu'il y a 40 ans pour courir un 200 mètres en moyenne. Le savoir rouler, ça c'est des espaces qui sont en vogue. Le gouvernement a lancé le savoir rouler il y a quelques temps, il y a 2-3 ans à présent. Et c'est la création de plateaux cyclables, de plateaux qui vont vous permettre d'apprendre à faire du vélo. Et pas que d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à faire du vélo, mais aussi d'apprendre à réparer votre vélo, d'apprendre à circuler en ville, d'apprendre à réparer votre vélo, donc, et d'apprendre à rouler avec d'autres. Et c'est un équipement qui est transitoire sur le savoir rouler et qu'on pousse à installer dans les collectivités pour apprendre aux enfants à faire du vélo, pour qu'après ils puissent aller dans la ville pour rouler eux-mêmes en tranquillité. Ici, on a le tissu urbain existant qu'on va transformer, donc avec des tabliers d'autoroute, sous lesquels on va pouvoir installer des équipements sportifs, et des équipements ludiques, ce qui va permettre de sécuriser le site et de le rendre attractif. Et donc, au lieu d'avoir une espèce de no-go zone, on va avoir un espace qui va être complètement attractif avec des couleurs sur lesquelles on va pouvoir venir jouer, sur lesquelles on va pouvoir avoir différentes actions et différentes activités, passer une grande partie de sa journée. On aura sécurisé cet espace, on l'aura rendu accessible, on l'aura rendu inclusif, on l'aura rendu mixte, on l'aura rendu accessible au plus grand nombre, et donc sécuritaire. Dégenrer l'espace public, c'est une question qui revient de plus en plus. Dans la question du genre, il y a le genre féminin-masculin, mais il y a également toute la question de la mixité sur le reste des équipements. Donc on travaille sur les aménagements sportifs, avec cette question: pourquoi les jeunes filles à partir de 12 ans quittent l'espace sportif urbain, et pourquoi les espaces sportifs en accès libre sont abandonnés par les jeunes filles à partir d'un certain âge, pourquoi les femmes ne viennent pas sur l'espace sportif et l'espace urbain extérieur, et qu'est-ce qui se passe et pourquoi ces équipements-là ne répondent pas à leurs attentes. Donc on cherche à faire un partage équitable des usages et des lieux de pratique, en proposant des équipements qui vont être différents, ou qui vont être pensés en concertation avec les différentes personnes et les différents groupes. Si je vous donne un exemple, bon, ça c'est encore à Copenhague, hein, mais c'est un super bel exemple. Ici, vous aviez un terrain de football qui était là. Ça, c'était un terrain de foot sur lequel vous n'aviez que des garçons. Ils ont interrogé les gens, et notamment les jeunes filles qui étaient ici, dans ces barres d'immeubles-là, qui sont donc les possibles usagers de cet équipement-là. Et on a demandé aux jeunes filles: qu'est-ce que vous aimeriez comme équipement sportif à cet endroit-là? Et ça, c'est l'équipement que les jeunes filles ont sorti de leur tête, en demandant, voilà, nous on aimerait un espace où on peut faire du breakdance, on aimerait un espace où on peut faire donc de la danse urbaine, on aimerait un espace où on peut jouer au ballon, ici vous avez le basket, on aimerait un espace où on peut jouer, donc ici vous avez des trampolines, un espace où on peut se reposer, ici vous avez des tribunes, un espace où on peut faire du fitness, ici vous avez le fitness, et donc là vous avez aussi une balançoire. Et elles ont aussi demandé à ce qu'un terrain de foot soit quand même à destination des enfants et des garçons, parce qu'il y a une forte demande. Donc il y a eu la création de ce terrain de foot annexe à cet espace. Donc au final, on se retrouve avec un équipement qui a été embelli, qui a été transformé, qui graphiquement est très beau, que moi j'aime beaucoup, et qui permet aux populations de se rencontrer. Donc derrière, j'ai pas de chiffres sur le rapport de est-ce qu'il y a des résultats nets comptables sur les équipements, mais cet équipement-là est une référence. Mais malheureusement, j'ai pas de chiffres. Des aménagements qualitatifs pour favoriser la sécurité dans l'espace public et sur les aires de loisirs en accès libre. La rue,
on essaye de la rendre sûre et attractive. Comment on va la rendre sûre et attractive, la rue? On va essayer de... C'est pas parce que je vais peindre un terrain de basket que je vais rendre l'équipement sûr et attractif. J'aurais fait qu'une partie du chemin. Je vais la rendre attractive parce que je vais aussi, et sécuritaire, parce que je vais y intégrer par exemple des luminaires pour permettre de jouer à toute heure sur l'équipement et pour pouvoir permettre, là, quand on va rentrer dans l'hiver, qu'à partir de 17h, les enfants puissent quand même continuer de jouer ou que les adolescents puissent continuer d'aller dehors sans avoir peur ou sans avoir de crainte, etc. Donc on va aménager des espaces avec des luminaires qui vont être avec des panneaux solaires par exemple ou avec des petites batteries qui vont s'ouvrir et qui vont s'allumer qu'en présence des utilisateurs et qui vont permettre le jeu sur l'équipement. Ici c'est Solar Graffiti, c'était quelque chose que Engie avait fait mais c'est pas en France. Donc là vous voyez c'est des gros panneaux solaires qu'ils avaient installés sur des équipements sportifs. Ici vous aviez des vieux terrains de basket qui ont été transformés et sur lesquels il y a du street art qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, très souvent, quand on parle de design actif, on parle uniquement de l'aspect mise en couleur des terrains de basket. C'est une partie, ça rend vraiment très beau les équipements sportifs, mais c'est pas suffisant parce que derrière, vous n'avez pas la suite. En fait, là, ici, la volonté, c'était de rendre cet espace qui n'était pas sécuritaire et d'en faire un espace de vie, que ce soit en journée ou le soir. Donc en journée, notamment en y intégrant mais on y viendra plus tard, du coaching pour encadrer des pratiques sur les horaires où il n'y avait personne qui utilisait l'équipement. Et puis permettre aussi sur cet équipement qui le permettait, parce qu'il n'était pas tout à côté des habitations, de rendre disponible l'équipement, là vous voyez en soirée, et d'offrir des nouveaux espaces de convivialité. Donc cet espace-là qui devient un espace où, en plus du terrain de basket, vous avez également une vie qui peut s'installer avec des événements et des rencontres entre les gens. Donc on travaille sur des aménagements et sur des équipements qui permettent de rendre la ville accessible. Là par exemple c'est des peintures, ça c'est Luminocron, c'est une gamme de peintures qui est photoluminescente, qui se charge la journée, qui ne demande pas de pile, qui ne demande rien du tout, c'est juste une réaction à la lumière. Donc l'ingrédient va se charger la journée pour émaner le soir et rendre les lignes brillantes. Donc c'est hyper pratique dans des espaces où vous avez très très peu de lumière parce que ça charge à la lumière du jour et ça renvoie toute la nuit. Quand vous avez un espace qui est éclairé avec la lumière du jour et qui le soir est éclairé avec la lumière municipale, pareil, ça va se diffuser encore plus fort. Si vous le faites briller avec une lampe ou une LED, c'est quelque chose qui va vraiment devenir très très fluo. Mais c'est et là, il n'y a pas de... Sur cette photo-là, il n'y a pas d'entourloupe, hein. C'est réellement le noir comme ça, après avoir juste été mis en contact avec de la lumière, ça rend de ce type-là la peinture. Et cette peinture-là, elle existe en gravier, c'est une matière en fait qu'on intègre dans la peinture, mais ça existe aussi en gravier résine et en matériaux qui permettent de faire des constructions, des bancs, des potelets, c'est assez magique comme espace. On va créer des espaces qui sont... comme ça c'est notre gamme qui s'appelle Move Art, qu'on a développé avec un artiste, parce que dans le design actif, il y a notamment cet aspect de l'art qui prend une part importante. Donc on intègre des artistes qui vont venir avec nous dessiner des équipements, dessiner des plateaux sportifs ou peindre des éléments de street art sur les équipements de playground ou sur les murs. Mais on travaille aussi avec des artistes pour travailler du mobilier urbain qui se veut plus joli et différent et qui peut créer une émotion. Donc ça, c'est un équipement mobilier urbain qui a été dessiné avec pour thème de base le chaînage ADN. Bon, là, ça se voit peut-être pas bien, mais en fait, c'est vraiment des ellipses. Et c'est des équipements qu'on a cherché à dessiner pour répondre à une problématique liée à la norme. Parce que quand on travaille sur le design actif, c'est sympa de mettre une aire de jeu sur le trottoir. Par contre, on a des normes auxquelles on doit répondre. Et pour répondre à ces normes, parfois, il faut jouer avec elles. Donc il faut être un petit peu borderline parfois. Ça peut l'être. C'est considéré comme du mobilier urbain pour la plupart. Par contre, les enfants peuvent jouer dessus. Par exemple, peuvent grimper ici, glisser, s'en servir comme toboggan, s'en servir comme cachette. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez jouer avec. Et cet équipement-là, par exemple, pousse les enfants à ce qu'on appelle le jeu libre, c'est-à-dire on ne définit pas l'usage de l'équipement.
on va leur offrir la possibilité d'utiliser un équipement qu'on va installer pour permettre à l'enfant de s'accaparer l'équipement et de jouer avec et de s'inventer la vie qui va avec l'équipement. Les infrastructures appropriées. Donc là, on va avoir la question de la mixité qui va se poser. Pourquoi sur les équipements en accès libre, vous n'avez pas de jeunes femmes ou de femmes qui font du sport sur les équipements en accès libre? C'est notamment parce que vous avez une problématique de sanitaire et une jeune femme, si elle a besoin d'aller aux toilettes, elle va rentrer chez elle. Donc assez facilement, elle n'ira pas sur l'équipement sportif parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas les équipements qui vont lui permettre en fait d'être confort sur l'équipement. Donc au lieu de venir à cet endroit-là, elle préférera soit aller dans une salle, soit rester chez elle. Et on pousse à installer des équipements, des urinoirs féminins. Donc on travaille avec différentes sociétés pour cette question-là, d'installer des urinoirs féminins qui vont permettre à la jeune femme d'aller pratiquer son sport et de se sentir à l'aise de pouvoir aller aux toilettes. On travaille aussi sur la question des douches. La question des douches sur ces espaces collectifs et ludiques et sportifs surtout est importante parce que qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas forcément faire du sport? C'est parce que vous allez me dire bah oui mais moi je peux pas me laver, je transpire, je peux pas me laver et après je peux pas aller au travail. Donc vous avez beaucoup de bureaux qui ont mis à disposition des douches, notamment par exemple au quartier de la Défense, vous avez beaucoup d'immeubles dans lesquels vous avez des douches, donc vous pouvez faire votre sport et aller vous doucher. Mais dans l'espace urbain, ça n'existe pas. C'est compliqué à entretenir, c'est pas développé. Par contre, c'est quelque chose qui va venir se mettre en place dans les années futures. Donc les sanitaires, qu'ils soient toilettes ou douches, c'est des choses que vous allez voir venir s'implanter dans les villes parce que c'est des réponses à des vrais problèmes. Après, l'entretien, la gestion par la collectivité, c'est un autre problème. On va créer des parkings à vélo, des zones de réparation de vélos, des lieux de restauration qui vont vous permettre au lieu d'être attractifs tout au long de la journée avec des amplitudes horaires qui vont être importantes. Si vous avez un grand plateau sportif et que vous y mettez un food truck ou un autre élément, les gens vont rester plus longtemps sur place. Et s'ils restent plus longtemps sur place, ils vont avoir plus envie de s'activer et d'aller utiliser l'équipement. Donc vous aurez gagné une bonne part de la réponse et en plus vous allez créer de la vie autour de votre équipement. Les espaces liés au vélo. Donc on a indiqué tout à l'heure que la mobilité active se développait, qu'on poussait à celle-ci. Pour permettre de pousser la mobilité active, il faut amener les solutions nécessaires, et notamment les parkings à vélo ou les lieux de réparation, ou alors des espaces qui sont destinés pour regonfler votre roue ou des petites bornes sur lesquelles vous allez avoir tous vos outils pour réparer votre vélo et vous permettre de sortir de chez vous en étant à l'aise et en vous disant que si vous crevez, vous allez pouvoir rentrer avec votre vélo. Donc ici par exemple, à gauche, c'est un urinoir féminin sur un mur. Ici, vous avez le parking à vélo. Parce que quand vous amenez les gens à prendre du vélo, là par exemple, j'ai regardé tout à l'heure au bord de la gare d'Arcueil, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de parking à vélo. Je pense que sur l'agrandissement, ça doit être prévu et qu'il va y en avoir dans le futur plus qu'aujourd'hui. Mais c'est des choses sur lesquelles c'est des choses auxquelles il faut penser. Parce que ça prend de la place. Donc c'est vraiment de la logistique. C'est où est-ce que je mets les vélos? Si je pousse les gens à venir en vélo, où est-ce que je les gare? Vous avez des parkings souterrains, vous avez des parkings visibles de ce type-là qui peuvent être installés. Donc les espaces sportifs et de rencontre, ils peuvent être différents. Ça peut ne pas être qu'un espace multisport standard. Ça peut être des espaces comme ça qui ont été réfléchis avec les habitants du quartier. Donc ça, c'est une projection. Et ça, c'est une réalisation. Donc ici, la réalisation, elle a été faite avec les habitants du quartier. Donc là, ici, le process, c'était de demander aux habitants du quartier qu'est-ce que vous voulez faire. Et la réaction des habitants du quartier, c'était on veut une piste de vitesse, on veut un espace de basket, on veut des espaces pour jouer et on veut un espace qui va être coloré, etc. Et ça a été dessiné avec les habitants du quartier en allant les rencontrer, en allant discuter avec eux, et en leur demandant ce qu'ils voulaient, notamment au niveau des couleurs, au niveau des formes et au niveau des équipements à mettre en œuvre.
ici l'école dans et hors les murs. Donc on parle de cours de récréation comme étant le premier espace sportif et de sociabilisation. On parle aussi, nous, des aires de jeu comme étant le premier stade et le premier gymnase pour un enfant. C'est là où il apprend à jouer. Et la cour de récréation, elle, est motrice dans toute la vie de l'enfant. L'enfant qui va jouer dans la cour de l'école, qui va jouer avec l'apprentissage, par exemple, de la mixité va se faire dans la cour d'école. Donc est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on entende dans les classes des enfants qui disent « je ne veux pas jouer avec les filles, elles ne sont pas fortes au foot » ou les jeunes filles qui disent bah oui mais moi, nous on joue à nos petits jeux de filles dans le coin de la cour parce qu'on a une petite place en fait. Donc on cherche à remodeler les cours de récréation, à travailler sur des cours de récréation qui vont être plus importantes en taille en fait, et qui vont pas être plus importantes en taille, mais où on va pas centraliser le terrain de foot comme il se fait souvent, et où on va ramener de la végétalisation notamment. Donc ça va être la cour Oasis sur lesquelles on travaille. Ça va être la transformation des accès aux écoles avec ce qu'on appelle les rues aux enfants. Donc c'est un terme répandu, donc c'est les rues qui amènent à l'école et qui vont motiver l'enfant à passer de chez lui jusqu'à l'école pour lui dire écoute, aller à l'école ça peut être cool, tu peux t'amuser sur le chemin, tu peux y aller en sécurité, cet espace il est pour toi, amuse-toi. On travaille sur ces rues aux écoles pour transformer les abords de l'école, pour les rendre aussi attractifs pour les parents, pour que ça redevienne des lieux de sociabilisation et où les gens peuvent discuter. Donc si on arrive à fermer une rue devant une école et si on arrive à en faire un espace où les enfants vont jouer, vont courir ensemble, on va avoir des parents qui vont peut-être prendre, s'ils ont le temps, plus de temps pour discuter entre eux, et en tout cas où on aura le temps de le faire et où on ne sera pas uniquement sur un trottoir. Donc, je vous demanderai après si vous, à Arcueil, si vous avez ces rues aux enfants qui débarquent. Il me semble que vous avez un sujet sur les cours Oasis, et les rues aux enfants, je ne sais pas. Et le jeu libre, c'est cette façon de proposer des équipements qui vont permettre aux enfants de créer leurs propres activités. Donc on va pas simplement mettre une cabane avec un toboggan ou mettre un équipement qui a une destination unique. On va proposer des équipements qui vont permettre à l'enfant de jouer et de se connecter avec les autres et de créer ses propres jeux. Parce que la ville à hauteur d'enfant, c'est un objectif que nous, on a. C'est un objectif qui existe dans plusieurs villes et à l'international et aussi en France. C'est même pas un concept, mais c'est une idée qui dit que si vous mettez tout à la hauteur d'un enfant dans une collectivité, vous avez répondu quasiment à toutes les problématiques d'une collectivité. Donc si vous arrivez à mettre un enfant à l'extérieur dans la ville, s'il arrive à aller se déplacer tout seul dans la ville, s'il arrive à être en sécurité dans la ville, à aller jouer dans la ville, à aller rencontrer ses copains, ça veut dire que votre ville, elle vit bien. Si les enfants vont dans la rue et si les enfants jouent tout seuls, c'est une ville qui vit bien. Un quartier dans lequel vous allez voir les enfants qui s'amusent et qui jouent, c'est un quartier où ça se passe bien. Donc on pousse là-dessus, on travaille sur cette ville à hauteur d'enfant, que ce soit au niveau des aires de jeu, des aménagements sportifs, mais on travaille aussi à ça sur les cheminements pour aller à l'école, donc on l'a vu avec la rue aux écoles. On travaille à ça sur les intersections, les questions des intersections. Tout à l'heure je vous disais que ce n'est pas à l'enfant de faire attention, mais aux voitures à faire attention. Donc si on retravaille les abords des intersections, on va pousser les voitures à ralentir parce qu'elles vont le voir de loin et donc les enfants vont être plus en sécurité. Et après, ça va plus loin, ça va sur les largeurs de trottoir, ça va sur des vitesses maximales réduites dans les collectivités, ça va sur des espaces qui vont être fermés, ça va sur la ville du quart d'heure qui va permettre à l'enfant de se déplacer à pied partout. Ici, c'est un espace de cours Oasis. Donc aujourd'hui, on a des cours qui sont très très souvent bitumés, dans lesquels on a enlevé les arbres, dans lesquels on a enlevé pas mal de choses, et c'est pas une volonté des mairies de faire ça, c'est un principe de précaution poussé à l'extrême qui a poussé les collectivités à enlever tous ces espaces sur lesquels nous on jouait quand on était petit, autour desquels on pouvait jouer, et qui maintenant sont assez rares dans les écoles, qui sont par exemple des arbres. Donc il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles il n'y a plus d'arbres, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles il n'y a quasiment pas d'ombre. Et les cours Oasis,
Donc on n'est pas les inventeurs de la cour Oasis, mais c'est un concept qui se développe de plus en plus. Nous, on a gagné la moitié de la réhabilitation des cours de Bordeaux, par exemple, sur les cours Oasis et les transformations des cours. On va reprendre les cours de zéro, on les redessine complètement et on les réhabilite pour remettre du jeu dedans, pour mettre un espace de végétalisation, pour remettre des matériaux différents sur les sols et pour désimperméabiliser les sols. Et ça, c'est le maître mot de la cour Oasis, c'est désimperméabiliser les sols, remettre au contact les enfants avec la nature et leur permettre de jouer au contact de matériaux différents que de l'enrobé. En désimperméabilisant les sols, vous allez réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur, par exemple, dans les cours d'école, en proposant du mulch, comme ici, c'est des copeaux de bois. Vous allez également réduire, vous allez désimperméabiliser le sol, mais vous allez aussi réduire la rayonnance du soleil donc sur les sols de l'école, donc il va faire moins chaud et ça va être plus agréable à jouer. Alors oui, après, il va y avoir des soucis, des institutrices ou des parents qui vont dire « Oui, mais voilà, mon enfant, il rentre, il est un peu sale, il a joué, il a des copeaux de bois dans les poches, il a des copeaux de bois dans les chaussettes. » Effectivement, si on remet du sable ou si on remet des copeaux de bois, ça amène d'autres soucis, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc en revégétalisant les cours et si possible, je dis bien si possible, que ces cours-là puissent aussi être ouvertes les week-ends pour que ça devienne des espaces à vivre et ce qui permettrait de créer un lien entre l'école, le dedans et le dehors. Ça semble assez utopique de le dire, mais vous avez les pays scandinaves le font et le font très bien. En Angleterre, ça existe aussi. Et vous avez des pays où il n'y a pas de barrière aux écoles et où la cour d'école est dans la rue. Donc ici, c'est un exemple de cour active. Bon là, l'exemple n'est pas hyper bien mis en avant avec la végétalisation parce qu'on reste quand même dans quelque chose qui est très très bitumeux. Mais là, ici, on imagine que le budget n'était pas le même que précédemment. Mais la transformation de cette future cour d'école en un espace de lieu de vie pour les enfants avec des couleurs, avec un terrain de gazon synthétique, une tribune au fond, un espace où se reposer et la plantation de quelques arbres. Là, on est au début de cet aménagement. On peut imaginer que les arbres vont grandir et qu'on aura beaucoup plus d'ombre dans le futur. Mais pour l'instant, ça, c'est le début. Mais ça peut être optimisé de ce type-là, les cours d'école. Les rues aux enfants. Donc les rues aux enfants, c'est les rues généralement qui sont devant les écoles. Donc Paris a commencé à transformer des dizaines de rues aux enfants et de rues aux écoles en fermant des axes qui amènent devant les écoles pour sécuriser les derniers mètres jusqu'à l'école. Donc soit ils ont la capacité de fermer toute la rue de l'école, soit ils ont la capacité de fermer toutes les rues du bloc. Et c'est dépendant du quartier dans lequel vous allez être. En tout cas, l'idée, c'est de sécuriser cet espace et en donnant une nouvelle définition au site. Et là, par exemple, sur cet exemple-là, c'était amener du jeu dans la rue et faire d'une ruelle tout à fait standard un lieu de vie et de jeu pour les enfants, pour activer les enfants et leur donner envie d'aller jouer dehors. Donc là, vous n'êtes pas sur des équipements qui coûtent très cher. Donc, typiquement, là, vous êtes en design actif parce que vous avez un équipement qui ne va pas coûter très cher à mettre en œuvre et qui va transformer très fortement votre espace et cette rue. Donc vous avez des exemples après qui peuvent être plus grands, comme ici avec des transformations de rue complètes. Ça, c'est une photo qu'on aime bien parce que c'est une photo d'il y a longtemps, rue aux enfants des Tours, jeu libre. Et il y a des dizaines d'années, on jouait dans la rue tranquillement avant qu'il y ait autant de voitures. Les bâtiments actifs, donc c'est promouvoir l'activité physique aux abords et dans l'entreprise. On sait que c'est pas simple pour une entreprise et pour les gens d'aller faire du sport quand ils travaillent parce que bon, voilà, ils ont le nez dans le travail et le design actif peut être une solution pour amener les gens à avoir une micro-activité au quotidien. Donc comment je fais par exemple dans la mairie d'Arcueil pour que les gens de la mairie d'Arcueil puissent avoir une micro-activité? Il est possible d'installer une petite salle de fitness ou d'installer des équipements qui vont donner envie d'aller monter les escaliers et qui vont vous donner envie de les monter, de les descendre, de les monter, de les descendre et qui vont vous activer.
Donc après, ça peut être la transformation et la mise en couleur d'espace comme ça l'est là, qui vont donner envie d'aller prendre cet escalier. Ça peut être la mise en place de cages d'escalier tout en vert pour vous inviter à aller prendre l'escalier plus que l'ascenseur. Et ça peut être après la mise en place de messages de ce type-là, challenge 100 marches par jour, prendre les escaliers c'est bien. C'est un truc qu'on avait fait pour le métro. La gestion, le maintenance, le suivi des installations, j'en parle tout à l'heure, mais si on installe un équipement, derrière, il faut penser à sa gestion et à sa maintenance. Et ça peut effectivement poser des nouveaux problèmes et on doit avoir un suivi. Et pour que l'équipement il puisse s'intégrer bien dans la ville, il faut que ce suivi il soit de qualité et qu'il soit sur le long terme et qu'on se donne les moyens de l'entretenir. Quand on installe cet équipement-là, on travaille avec les villes pour aller former les gens de la ville à sa maintenance, à son suivi et à l'évaluation des problèmes qui peuvent remonter. On travaille avec les gens de la ville aussi pour les encadrer. On peut aussi, ma société et toutes les autres sociétés, on peut proposer des contrats de maintenance qui permettent aux collectivités d'entretenir cet équipement et en tout cas d'optimiser l'équipement sur le long terme pour que les couleurs qui ont été réalisées sur le playground de basket, pour que les revêtements qui ont été posés, pour que les équipements qui ont été posés restent en bon état et que l'effet soit toujours complètement waouh. Et que ça ne soit pas juste un effet sur une durée de 3-4 ans et qu'après ça s'abîme et que derrière on oublie l'équipement. Et ça c'est le grand risque, c'est que l'équipement puisse s'abîmer et que derrière le résultat soit contre-productif. Et après il y a la promotion active. La promotion active c'est un travail qu'on réalise auprès des collectivités, c'est promouvoir l'équipement. Qu'est-ce que je fais pour que cet équipement-là soit mis en avant dans la ville et que la ville s'en serve comme un outil de communication et comme un outil de dynamisation de toute sa ville et que ça soit la base d'une ambition bien plus grande à l'échelle de la ville et pas uniquement à l'échelle d'un spot. Donc il y a des exemples de ce type-là. Donc vraiment avec la promotion du sport, avec la promotion des équipements sportifs. Des exemples de ce type-là où nous, on pousse les adultes seniors à aller pratiquer des activités ludiques et sportives. Pour amener un senior à une activité, soit vous l'encadrez, la pratique, soit vous lui faites savoir que c'est aussi fait pour lui. Parce que si on n'apprend pas et si on ne démontre pas cet équipement-là, cette population, elle ne va pas facilement vers les équipements. Ici, on s'est amusé à prendre des photos de la ville d'Arcueil et à faire quelques transformations. Donc ici, c'est là en fait. Donc ça peut... on a pris ces aménagements-là, l'amphithéâtre, aménagement ludique. Donc ici, il y a des créations d'espaces ludiques, il y a la mise en place d'un équipement lié à l'escalade, il y a la transformation d'un amphi, pour permettre aux gens de se rencontrer en espace extérieur. On aime bien inviter les enfants à aller faire cours dehors. Je pense qu'on va y venir de plus en plus en France, ça se fait beaucoup à l'étranger, une journée de cours dehors. Et la création d'amphi, ça permet cela. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on est ici en fait. On est dans cette zone. Ici, c'est l'avenue du Général Malheureux, Joinville, rue Auguste Delaune. C'est un carrefour. Et là, l'idée, ça a été de l'organiser pour amener une circulation liée au vélo, d'amener un nouveau rond-point assez visible. Mais après, bon, c'est une vue, hein, mais c'est de sécuriser cet espace en amenant des couleurs, en amenant des nouvelles formes et des nouveaux matériaux. Ça, c'est la place Jules Ferry. On a proposé un labyrinthe. On a proposé un autre équipement avec des peintures et la mise en peinture avec un jeu central type une pyramide de cordes. Et ça peut être la transformation de ça. Après, je ne sais pas si c'est des éléments qui sont protégés. On les a pris parce que pour nous, ils étaient remarquables vus sur Google Earth. Et que c'est un exercice qui peut être assez intéressant de transformer des espaces que vous connaissez et d'y amener des éléments dessus. Citystade l'Aquapole. Le toit d'un centre commercial La Vache Noire où on peut imaginer la transformation du toit. Les toits, c'est des lieux qui sont assez remarquables pour être transformés. C'est des lieux qu'on n'a pas coutume d'habiller en fait et d'équiper. Et quand on a un problème d'espace dans une collectivité, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste les verticalités des murs à équiper
et il vous reste toutes les toitures. Alors quand les toitures sont adaptées pour être aménagées, on peut créer des lieux de vie sur ces équipements-là, et ça devient des plateaux qui peuvent être assez sensationnels sur le jeu ou sur l'espace de rencontre. Là, je vais vous montrer une quantité d'images pour créer la surprise dans la ville attractive et rendre la ville attractive. Donc c'est Barcelone qui est hyper motrice sur cette ville du quart d'heure, qui a réinventé tous ses blocs. Barcelone, c'est une ville qui est quadrillée. Donc vous avez des grandes lignes droites dans tous les sens. C'est une ville qui est constituée de carrés qu'on va appeler des blocs et des super blocs, et où il y a de la vie qui s'est fabriquée tout autour de ces blocs et de ces super blocs, avec des transformations de places où il a été décidé de transformer des places qui étaient soit des parkings, soit des lieux de circulation, en des espaces à vivre et des espaces piétons. Donc ce qui était une expérimentation il y a quelques années est calé dans certains quartiers, et c'est assez remarquable. C'est une ville qui se transforme très rapidement. Ça, c'est la rue principale de Montréal qui a été élue avenue la plus, je ne sais plus comment ils ont indiqué ça, mais la plus attractive au monde. Tous les ans, ils transforment ces espaces-là. Ils créent un événement autour de la réhabilitation de cette avenue-là. Ils font intervenir des artistes, ils font intervenir des designers de mobilier urbain. Il y a des concours qui sont créés. Et tous les ans, en fait, cette avenue, elle se réinvente. Et tous les ans, vous pouvez y aller en vacances et vous allez découvrir des espaces à vivre très différents. Ce qui est sympa avec ça, c'est qu'on peut imaginer dans une ville comme la vôtre des espaces où vous aussi vous allez créer l'événement, non pas avec des équipements qui vont être statiques sur le long terme, mais qui vont se recréer. Les aires de jeu ou les espaces sportifs, on pousse à la mobilité de ces équipements-là, parce qu'en créant des équipements qui vont être mobiles, on peut les déplacer dans la ville et on peut créer cette surprise à travers la ville. Si demain je vous fabrique un équipement de fitness mobile, par exemple, je vais pouvoir le laisser dans le secteur A pendant 3 mois, puis après l'amener dans le secteur B les 3 autres mois, et puis après le déplacer. Le même équipement va créer la surprise dans différents endroits de la ville, juste en le déplaçant en fait, et tout en conservant le même équipement. Donc là, vous voyez, c'est le travail sur l'aménagement d'un fleuve. Bon, c'est ambitieux. C'est toujours pas, ça c'est pas en France, mais l'idée c'est de vous montrer ce que ça peut être la transformation des abords d'un fleuve où aujourd'hui, si vous y allez, le fleuve ici, vous avez pas des marécages, mais vous avez des petites habitations, vous avez des choses pas très saines, et c'est une réhabilitation totale de l'espace pour en faire un vrai lieu de vie et de rencontre chez les gens. L'espace ludique. Le design actif comme espace ludique, donc avec des réhabilitations de rues, comme par exemple ici c'est une rue aux écoles, avec juste quelques travaux d'habillage de murs, de façade verticale et de revêtement de sol, pas grand chose, un budget assez sommaire que même les collectivités peuvent faire par elles-mêmes, mais qui vont transformer le quartier, qui vont amener des enfants à venir jouer, qui vont amener des enfants à s'activer sur le site, tout en intégrant en fait des couleurs et des équipements qui vont donner une nouvelle ambiance au site. Je vous montre des exemples, c'est aussi pour vous donner des idées, pour vous donner des envies sur des choses qui peuvent se faire assez simplement. Et comme ça ne nécessite pas de gros budget, ça nécessite de l'envie. Quand on travaille avec des groupes de population, on travaille avec elles pour leur donner des envies et qu'elles aillent après dans leur ville, dans leur rue, et qu'elles puissent se dire « Ah ouais, là on pourrait faire ça, là on pourrait faire ça, là on pourrait faire ça ». Et derrière, elles peuvent faire remonter ça aux collectivités pour que ça puisse s'activer. Donc ça, c'était un pont à Rome qui a été transformé en un grand plateau de jeux de société, et où les gens pouvaient jouer entre eux, se rencontrer. Ça, en fonction de la journée, ça pouvait être aussi utilisé comme un lieu de pratique du yoga ou un lieu de pratique sportive. Ça, dans le design actif, on le prend en compte, c'est la chronotopie, c'est le fait de gérer l'équipement en fonction de l'heure de la journée. On a des équipements qui ne sont pas utilisés à certaines heures, alors qu'on pourrait leur donner un usage en encadrant cet usage-là, et qui peuvent avoir une vie sur les tranches d'horaire, par exemple entre 10h et 16h, où il ne va pas y avoir grand monde dessus, et on va pouvoir encadrer quelque chose si on amène un usage autre que celui initialement prévu.
Donc ici, si vous avez eu la chance d'aller à Nantes, il me semble que l'année prochaine, ça ne va pas être mis en place, mais il y avait ce grand toboggan sur le château des Ducs, donc un équipement historique sur lequel avait été mis en place un toboggan, et que vous pouviez aller à la rencontre de ce toboggan, c'était gratuit, et dans Nantes, ils ont travaillé le design actif sans l'appeler ainsi depuis quelques années. Ça s'appelle le voyage à Nantes. Vous allez à Nantes pour la première fois, vous avez une ligne verte qui traverse toute la ville et qui vous permet de découvrir toute cette ville à travers les monuments et à travers les actions culturelles et artistiques que la collectivité a mis en place. Donc tous les ans, vous avez des nouvelles œuvres d'art qui ont été mises en œuvre. Tous les ans, vous avez des nouveaux artistes qui ont travaillé. Et cet espace-là vous permet de visiter la ville. Donc si vous ne connaissez pas le centre-ville de Nantes, vous suivez la ligne verte et vous allez découvrir tout le centre-ville à travers des activités de ce type-là ou bien d'autres choses. Ça, c'est par exemple le travail qu'on a réalisé pour transformer des espaces commerciaux. Donc là, ici, vous êtes vraiment dans un centre commercial, en fait, un espace marchand piéton, et où l'ambition, ça a été de créer des espaces ludiques et sportifs. Donc ça, c'est des éléments qui sont événementiels, qui ont été dessinés pour avoir des durées de vie de quelques mois et d'être déplaçables d'un endroit à l'autre. Et de créer l'événement, au lieu d'avoir un plateau lambda, vous avez cet équipement sportif qui va inviter les enfants et les adultes d'ailleurs à jouer, à utiliser cet équipement-là et à avoir une activité, même si elle est micro, on va créer une activité autour de ça. Après, vous avez le design actif sportif, c'est comment on travaille sur des équipements qui vont être différents visuellement. Ça, c'est le plateau sportif d'une université au Danemark. Toujours, je crois que c'est à côté de Copenhague. Et c'est un plateau sportif. Nous, on a l'habitude de voir notre plateau sportif avec nos tracés d'athlétisme assez standard et notre lancer de marteau à cet endroit-là, notre lancer de javelot à cet endroit-là. Et là, en fait, ça a été inventé, créé différemment pour que vous ayez une pratique sportive qui soit plus amusante et que vous puissiez pratiquer chacun à votre niveau quelque chose. Donc vous avez des pistes de trek qui vont traverser tout le champ. Vous avez tout l'espace qui va être derrière la fac. Vous allez pouvoir rejoindre le plateau sportif à travers un cheminement qui est tout autour. Vous allez pouvoir travailler votre renforcement musculaire, votre cardio à travers les petites montées et descentes qui ont été créées. Et là, l'ambition, c'était de créer un espace sportif qui soit très très différenciant et qui permette de rassurer les gens dans sa pratique. Donc en dessinant différemment les choses, vous invitez des personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'aller sur un stade d'athlétisme à venir dessus. Donc là, un stade d'athlétisme, c'est pas très très agréable si vous ne faites pas d'athlétisme, d'aller sur un stade d'athlé, vous allez voir ce grand ruban. Donc si vous vous entraînez pas pour le marathon ou le semi-marathon, vous n'allez pas avoir envie d'aller y jouer. Ça vous invite au jeu, ça vous invite au mouvement et ça vous invite à venir dessus et à venir partager des moments avec vos collègues. Peut-être que vous allez courir que 10 minutes, un quart d'heure. Vous n'allez certainement pas gagner le 400 mètres au championnat du monde, mais vous allez vous amuser et puis vous allez vous mettre en mouvement et c'est le principal. Donc on travaille sur des dessins d'aménagement sportif qui peuvent être totalement différents, comme je disais. On essaie de casser des codes sur des visuels. Ici, c'est un exemple ça a été fait en Thaïlande, c'est Unusual Fields. C'est en fait, c'est comment on fait pour amener le sport dans des endroits où il n'y en a pas du tout. Donc là, ici, vous êtes dans une espèce de quartier très pauvre. J'ai oublié le nom de la ville. C'est à Bangkok, pardon. Et c'est comment on amène le sport là où il n'y en a pas. Donc dans des quartiers là où il n'y avait pas d'argent, vous avez une association, une fondation qui a donné de l'argent pour créer des terrains. Et des terrains sur des espaces où finalement vous n'aviez pas ces espaces-là pour jouer. Et en créant là ici des terrains de foot qui n'ont pas forcément la taille et l'ambition d'être fédéraux, mais qui ont en tout cas ont l'ambition de faire jouer les enfants et de faire jouer les gens du quartier. Ça, c'est un exemple qui avait été proposé par des artistes, des étudiants artistes à la Défense, qui avaient proposé de transformer le mobilier urbain en espace de pratique sportive, et juste en réutilisant les poteaux et les panneaux existants sur le parvis de la Défense pour en faire des
des lieux de pratique sportive. Donc là, ici, vous avez le basket et vous avez le sac de frappe, mais il y avait également un exemple avec avec un parcours de golf, il y avait un espace de pétanque, il y avait pas mal d'éléments de ce type-là pour intégrer le sport dans la ville et créer cette surprise. Ça, c'est un boîtier qui s'appelle Upster. Une collectivité, quand elle va mettre en place un équipement sportif dans la ville, elle va avoir fait une grande partie du chemin, elle va avoir répondu à une demande, elle va avoir mis l'équipement, mais derrière, il va manquer au moins 50% de l'offre. Il va manquer la dynamisation de l'équipement, comment je fais pour l'encadrer et comment je fais pour donner envie d'aller sur l'équipement. Donc généralement, une des solutions, c'est de mettre à disposition un encadrement et un coach ou un éducateur sportif pour venir encadrer des pratiques sportives sur le site. Et ça va amener des nouveaux usagers. Et il y a également la mise à disposition de l'équipement. Un équipement comme celui-ci se développe aujourd'hui de plus en plus. Donc il y a 3-4 acteurs maintenant qui existent en Europe. C'est des boîtiers connectés. Vous allez arriver avec votre téléphone portable, vous ouvrez le boîtier et vous prenez le ballon qui est dans le boîtier et ça va vous permettre de jouer au basket. Même si vous n'avez pas de ballon de basket, vous arrivez sur le site, vous avez un quart d'heure, vous voulez jouer au ballon de basket, vous voulez jouer au basket. Vous ouvrez le casier, vous prenez votre ballon, vous allez jouer au basket, vous remettez votre ballon, et puis c'est tout, vous refermez le casier, et c'est de la mise à disposition d'équipement. Donc là, aujourd'hui, ces boîtiers-là sont tellement développés que vous pouvez même louer des paddles au quart d'heure, louer des surfs au quart d'heure, et vous allez le voir arriver à partir de février-mars dans les stations de ski, par exemple, sur des mises à disposition de surf et de ski, avec tout l'équipement qui va permettre à des gens qui n'ont pas la capacité de s'acheter un équipement d'aller dessus. Sur les bords de plage ou sur les bords de Marne ou sur les bords de Seine, vous allez avoir des équipements qui vont vous mettre à disposition des paddles pour pouvoir aller faire du bateau et faire des balades. Et ça existe sur différents équipements, du plus petit au plus grand. Ces boîtiers-là, par exemple, existent aussi avec des jeux d'échecs, avec des jeux de pétanque, avec des équipements pour faire du fitness. On travaille sur des mobiliers qui vont être intergénérationnels et qui vont répondre à des besoins spécifiques. Ça, c'est un banc, entre guillemets, design actif qu'on a dessiné avec l'équipe olympique belge pour permettre un maximum d'équipements et pour permettre de remplacer un mobilier urbain lambda par un équipement qui va amener cette envie de pratiquer du sport. C'est un équipement qui propose 250 exercices. Donc on a 250 vidéos, on a une application sur laquelle on a mis 250 vidéos et qui explique à chaque action la vidéo et quelle partie du corps ça va travailler. Et le gros plus par exemple de ce banc-là, c'est que quand on le met en place, on propose à la collectivité de diplômer, enfin de diplômer, c'est pas l'éducation nationale qui diplôme, c'est nous, mais de diplômer les éducateurs qu'on va encadrer et qu'on va former. Donc on va donner une formation à des éducateurs et aux gens de la collectivité pour pouvoir utiliser le banc et pour pouvoir le dynamiser, pour pouvoir l'utiliser comme un vrai outil de mise au sport. Ici c'est un terrain, là c'est Étendard, c'est une société qui fait des peintures, qui réalise des fresques, mais qui a également l'ambition de proposer un équipement et autour d'y associer tout un aspect de l'apprentissage et de pédagogie. Donc derrière, ils vont amener des enfants qui sont en difficulté à des cours d'école, à aller pratiquer le sport dessus, à s'améliorer dans différentes matières. Donc il y a un engagement qui est fait. Ici, c'est Lacoste. Ici, effectivement, c'est un terrain pour Daniel Narcisse. Et c'est un sponsor qui s'appelle Lidl là, qui l'a payé, celui-ci. Après, vous avez des espaces qui peuvent être comme ici. Là, on est dans le design actif artistique. Donc on a une œuvre qui maintenant est devenue assez commune et qu'on nous demande d'installer dans les collectivités. C'est l'arbre à basket. C'est un arbre qui avait été créé pour créer l'événement sur l'île de Nantes et qui finalement se retrouve en catalogue et est demandé dans différents parcs. Donc il y a différents parcs en région parisienne et en France où vous allez retrouver cet arbre à basket. Un peu différent parce que ce panneau-là était trop bas et était jugé dangereux, donc maintenant il est un peu plus haut. Mais après ça reste un arbre à basket qui est assez édifiant quand vous le voyez parce que c'est assez sympa à regarder. Ici, c'est toujours à Nantes, sur le parcours de Nantes, là, le voyage à Nantes, où vous allez avoir une œuvre d'art que l'artiste a voulu ainsi. En fait, c'est une espèce d'anamorphose et vous voyez le terrain de basket
le terrain de foot bien fait dans le miroir ici. Mais quand vous êtes sur place, en fait, le terrain de basket, il est tout circulaire. Mais il est quand même jouable, accessible et jouable. Ici, tout à l'heure, on parlait de Paris 2024. Je vous disais qu'ils avaient l'ambition de développer le design actif. Ça a été le lancement de leur campagne de design actif. C'est le skatepark de Pontoise qui a été transformé aux couleurs de Paris 2024 et de Terre de Jeux, sur lesquelles ont été posées des couleurs et des formes pour le rendre plus attractif. Et ça, c'était le lancement de leur campagne. Après, on a des éléments de ce type-là. Là, tout à l'heure, j'ai pris l'escalier pour monter à l'école. Bon, vous avez un escalier devant l'école qui pourrait être transformé comme ça. Ça, c'est Blois qui crée l'événement tous les ans avec son escalier monumental et qui le transforme. Tous les ans, ils font appel à un artiste différent qui va venir peindre tout l'escalier pour le transformer. Donc, tous les ans, vous pouvez aller à Blois et tous les ans, vous avez cet événement qui est créé. Et c'est assez fou au niveau du résultat. Prévention et sécurité. Donc si on veut rendre la ville aux enfants, on doit travailler sur cet aspect-là et sur la transformation des espaces routiers. Est-ce qu'on veut plus de voitures ou plus de mobilité à pied dans les collectivités ? Si on veut des piétons dans les collectivités, il faut rendre les rues plus sûres et ces aménagements-là y participent activement. Donc les couleurs, elles sont pas que colorées, en fait, elles vont vraiment permettre d'attirer l'œil et d'augmenter la vigilance des conducteurs, de ralentir la vitesse du trafic et donc de faire plus attention aux piétons et pour les piétons d'être plus en sécurité. Et ça, c'est l'opération Gagnons du terrain qui est liée à un label qui s'appelle le label Terre de Jeux. Ça peut-être que vous êtes labellisé Terre de Jeux, c'est les villes qui ont demandé à être labellisées Terre de Jeux en lien avec Paris 2024. Et ça, c'est une opération qui est subventionnée par l'Agence nationale du sport qui donne une somme aux collectivités pour transformer des équipements et créer des aires d'échauffement de ce type-là dans les villes. Ça, c'était Saint-Dizier. Vous voyez, à Saint-Dizier, on s'est amusé à travailler avec les collectivités et notamment à insérer le premier radar pédagogique qu'on a mis sur une piste de course sur lesquelles, en fait, quand les enfants courent, ils peuvent se tirer la bourre sur le chronomètre. C'est assez drôle parce qu'en fait, ils l'utilisent avec les vélos, avec les trottinettes et vous voyez les parents et les enfants qui du moins, pendant l'inauguration, s'amusaient beaucoup avec et faisaient la course pour voir qui était le plus rapide et se chronométrer sur la petite distance. Ici, je vais vous montrer Montargis, c'était la vidéo de tout à l'heure là. Ça, c'est l'inauguration de cet espace gagné du terrain à Montargis. À la base, il y avait uniquement l'espace central là qui était là. Et cette opération vise à financer les équipements qui vont autour en fait, de l'équipement pour créer un nouvel espace sportif et l'activer de meilleure façon. Moi j'ai terminé cette présentation. J'ai essayé d'aller très rapidement. Je vous remercie de votre écoute. Il y avait beaucoup de slides. Je voulais absolument qu'on puisse échanger et poser des questions. Donc je ne me suis pas attardé sur les visuels et sur les explications. Je voulais qu'on puisse en parler ensemble derrière. Merci beaucoup Nicolas Levera donc, pour votre intervention. Je me tourne vers le public, donc vers vous, pour les personnes qui auraient des questions. Merci pour cette présentation. C'était très dense. Très riche aussi et puis c'est le genre de présentation qui fait rêver, en tout cas qui fait rêver un élu au sport, mais aussi l'ensemble des élus de la ville, je pense, puisque ça intègre plein de questions, qui peut aussi donner quelques sueurs aux quelques directeurs de sport qui se trouvent dans la salle, mais enfin je pense que la motivation quand même et le rêve prend le dessus. Du coup, j'ai noté plein de questions et je pense que je serai incapable de tous les poser sur les 12 principes que vous avez détaillés à travers cette présentation. Je vais commencer par celle-ci. Alors, là, je questionne votre expérience
sur vos projets passés ou alors votre ressenti. J'ai le souvenir d'avoir eu un échange avec notre élu à l'urbanisme et puis on se questionnait un petit peu sur les capacités que peut avoir notre collectivité à porter des projets très innovants et très nouveaux, enfin des choses qui ne sont plus tellement classiques et dans les usages, mais voilà, qui font appel très certainement à des compétences un peu nouvelles et à un savoir-faire parfois inédit. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les collectivités, notamment les collectivités françaises avec lesquelles vous avez travaillé, pourraient ou sont à l'aise avec cet exercice-là de faire du design actif pour réaliser des projets innovants comme vous avez pu les exposer? Ou alors, où est-ce que, à travers votre expérience ou votre ressenti, où se situent les limites que les collectivités peuvent avoir pour à la fois entretenir des choses nouvelles, à la fois faire apparaître du design nouveau. Donc voilà, ma question serait, elle porte sur ça, sur la capacité qu'ont les collectivités à porter et à entretenir ensuite l'installation ou le projet une fois qu'il a été mis en place. Pour que ça puisse être réalisable et réalisé par les collectivités, il faut que les collectivités aient l'ambition de le faire et qu'elles aient l'ambition de casser entre guillemets les codes et de faire différemment. Parce que très souvent, moi j'ai des collectivités qui me disent voilà, j'aimerais faire la même chose que la ville d'à côté, ou j'aimerais faire pareil qu'eux parce que c'est un sentiment de sécurité. Là, quand vous vous lancez dans des démarches comme ça, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas dans le sentiment de sécurité parce que c'est nouveau et parce que vous allez proposer quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on cherche à intégrer beaucoup la concertation et les consultations dans les équipements. Parce que quand vous allez intégrer les populations au projet, vous risquez moins d'aller sur l'échec que si vous adaptez et que vous équipez un élément nouveau sans avoir questionné les gens. Donc nous, on accompagne les collectivités là-dessus, à travers ça. On va aussi former les gens dans la ville pour travailler avec elles et leur expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Dans les consultations, on accompagne les habitants, les riverains et les décideurs sur ces éléments-là, en leur disant voilà, ça c'est possible, voilà comment ça s'est passé à tel endroit, voilà comment ça va se passer ici et ce qui va se dérouler. Donc après, c'est effectivement, c'est nouveau en France, ça fait que 3-4 ans qu'on commence à parler du design actif, ça fait 15 ans que ça a été lancé à New York, le Active Design, parce que la ville de New York, il y a une quinzaine d'années, a voulu redynamiser sa ville, et ça a été lancé là-bas. Et ici, en France, on commence à en parler. Donc on est au début, hein, on fait des peintures et les équipements qui sont plus structurants commencent à venir. Là où on voit que ça commence vraiment à bouger, c'est parce que là, notamment, Paris 2024 pousse dessus et c'est ultra porteur et sur les 2 prochaines années, ça va beaucoup porter. Il y avait l'Agence nationale des territoires qui aidait à ça aussi, au développement du design actif, là, sur les 2 dernières années, en compagnie de Paris 2024. Et là, le gros changement qui est lié à la semaine dernière et que vous avez peut-être entendu, c'est l'Agence nationale du sport qui, dans son plan de financement des équipements, à la base, dans le plan de financement des équipements qu'on appelle le plan de financement des 5000 équipements Macron, était... pour les gens qui ne savent pas, parce que en fait, c'est un plan de financement qui permet jusqu'en 2024 de financer 5000 équipements à travers la France avec une enveloppe globale d'environ 250 millions d'euros sur 3 ans. À la base, le design actif n'était pas dedans, mais vendredi dernier, ils ont voté au conseil d'administration de l'Agence nationale du sport que le design actif rentrait dedans. Donc si demain, vous portez un projet lié au design actif, vous allez pouvoir être financé jusqu'à 80% du montant global du projet. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. J'ai 2 questions qui concernent la faisabilité à l'échelle d'une ville comme Arcueil. La question des villes dont une grosse partie du territoire est classée monument historique, enfin est inscrit
en périmètre bâtiment historique. C'est le cas d'Arcueil avec l'église qui a 900 ans, 1,5 km à la ronde. Tout est soumis aux ABF et il y a une certaine difficulté parfois à obtenir les autorisations. Et puis la question de la réglementation routière aussi. Par exemple, un collectif de quartier souhaitait récemment pouvoir investir les passages pour piétons qui menaient aux écoles. Et en fait, c'est refusé. C'est quelque chose que l'on n'a pas le droit de faire. Donc, dans les images que vous avez montrées, moi, je suis très intéressée par ces carrefours réaménagés, etc. Mais je vois difficilement comment, s'il n'y a pas des leviers réglementaires ou législatifs qui sautent, on peut arriver à cela, sauf à utiliser les trottoirs. Les trottoirs ne sont pas très larges à Arcueil, très souvent. Ça présente d'autres difficultés. Voilà, j'ai ces 2 questions sur la faisabilité. Alors techniquement, je vais Les pas pouvoir, ABF techniquement, je vais pas pouvoir vous répondre sur tout l'aspect normatif, mais on travaille avec la ville de Paris, notamment sur les rues aux écoles. Et à Paris, on a cette problématique aussi des circulations. Et ça se décide par arrondissement. Après, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça doit remonter pour avoir les autorisations de transformation des circulations, mais il y a les rues qui sont gérées par les collectivités, celles qui vont être plus grosses par le département. Et ici, vous avez par exemple sur les rues aux écoles des fermetures qui peuvent être temporaires en fait, sur un créneau horaire diminué. Donc il y a aussi ces négociations-là à mettre en place. Et concernant les ABF, effectivement, on se retrouve confronté à eux très souvent. On a l'ambition de jamais fermer les portes avec eux. Il y a toujours une solution. Ils sont parfois, vous en avez qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres, mais vous pouvez vous retrouver avec des architectes des bâtiments de France qui sont ouverts à l'évolution. Et en tout cas, on a des revêtements de sol ou des revêtements et des matériaux qui peuvent être acceptés par les ABF. Donc après, c'est aussi dans la création du projet qu'il faut être malin et travailler en collaboration avec eux. Donc derrière, on n'est pas obligé de mettre des couleurs vives sur le design actif pour rendre une piste cyclable. On n'est pas obligé de mettre un sol amortissant fluo pour rendre la chose agréable à l'enfant et lui donner envie de jouer ou de courir. On peut travailler sur des matériaux qui vont être acceptés. Par exemple, on a remplacé pas mal de sols amortissants dans les aires de jeu par du liège, par un sol amortissant en liège qui va être plus toléré par les ABF parce qu'on est sur une couleur neutre. On a travaillé sur des végétaux qui vont être moins hauts. On essaye au maximum de respecter l'histoire du lieu. Quand on va créer une aire de jeu, ça nous arrive ça nous arrive pas. On essaye tout le temps de se rapprocher de l'histoire de l'aménagement qu'on va réaliser. Donc par exemple, si on est sur un square qui est non loin d'une cathédrale, il est fort probable qu'on prenne l'histoire de la cathédrale et du quartier pour en faire une aire de jeu sur mesure. Ça, généralement, les ABF cautionnent. Et derrière, effectivement, c'est une discussion supplémentaire à avoir, mais on a eu que très très rarement des projets qui n'ont pas été au bout parce que l'ABF fermait. S'il y a l'ambition d'aller au bout, derrière, on essaye de trouver une solution pour cela. Mais c'est sûr que vous n'allez pas créer un jeu de 15 mètres de haut au milieu de la ville avec l'ABF ou fermer toutes les rues si on n'arrive pas à avoir les autorisations. Mais c'est un travail sur le long terme. Hein. Malheureusement, ça se fait pas en 3 mois. Déjà, n'importe quel projet au sein d'une collectivité, généralement, on a entre 18 et 24 mois. Là, on est sur des échéances qui sont plus grandes. Transformer la circulation d'une ville, c'est sur des échelles de 5-10 ans. C'est pas sur l'échelle de 3 semaines. Là, vous avez un contre-exemple avec la ville de Paris qui se transforme en ville cyclable. Aujourd'hui, c'est un gros bazar, mais les 2 années de Covid ont fait que tout s'est accéléré à Paris et que dans quelques années, c'est une ville qui sera que vélo, quasiment que vélo. Vont sortir les voitures au fur et à mesure, les places de parking se transforment en des espaces événementiels ou des aires de jeu, ils en suppriment la moitié. Donc vous allez être invité à prendre que votre vélo ou votre trottinette. Aujourd'hui, ça roule dans tous les sens, mais ça va demander du temps que les apprentissages se fassent et que les gens puissent vivre en communauté entre les vélos, les trottinettes, les landaus et les piétons. Mais on va y arriver. C'est nouveau. Encore une fois, c'est nouveau, donc ça va être fait sur le long terme. Merci beaucoup. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir.
Vous avez mentionné un certain nombre d'expériences au Danemark, aux États-Unis, en Belgique. J'imagine que vous avez étudié les processus pour effectivement mettre en œuvre ces projets. Si vous aviez 3-4 éléments clés qui permettent effectivement de montrer qu'en termes d'organisation, de structuration du projet, 3-4 éléments clés qui font que le projet aboutisse, ce serait quoi? C'est En amont, transversalité, je sais pas. C'est la question numéro 1, qui nous revient ici le plus souvent ici, c'est l'aspect de la concertation avec les habitants. Et ça, c'est ce qu'on essaye de mettre au milieu de tous les projets, en tout cas qu'on va mener ici. Et c'est les projets les plus remarquables, c'est ceux qui ont été faits où il y a une concertation qui a été faite avec les habitants et la transformation du quartier. Il y a une volonté aussi de créer des aménagements qui soient mixtes et complètement ouverts. Donc c'est aussi la volonté de créer des espaces à vivre et de déconfiner certains espaces structurants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi pousser, c'est expliquer que ces espaces-là sont faits pour tout le monde et qu'ils doivent être mixtes, mais dans la définition du mixte, intergénérationnel et intergenre. Il y a la volonté d'avoir, de créer, déjà de mettre du budget pour créer cette nouveauté, et après surtout la volonté de l'entretenir dans le temps pour que ça puisse ne pas être qu'un one-shot sur une durée courte et que ça puisse être une réalité sur plusieurs années. Là, vous voyez les peintures, tout à l'heure je vous parlais de 3-4 ans. Si jamais vous mettez une peinture et que vous ne l'entretenez pas, dans 3-4 ans, la peinture, elle sera partie. Donc votre effet, il sera perdu. Alors que si vous le réhabilitez et si vous l'entretenez, ça va durer plus longtemps. Et pas facile votre question à vous répondre comme ça, mais, mais je peux y réfléchir, on peut échanger par mail derrière, c'est intéressant. On peut imaginer qu'il y a peut-être moins de maillons aussi administratifs, par exemple en Europe par exemple, qui font que a priori les freins auxquels il était fait référence avant sont moins nombreux, quoi. Et que évidemment que la prise en considération d'une concertation de l'ensemble des parties prenantes en amont, elle est fondamentale, mais aussi elle peut être parfois plus simple parce qu'il y a moins de maillons. Et qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'en France on met un maillon administratif, que ce soit même au sein des collectivités, parce qu'il y a la commune, il y a l'interco, il y a le département, il y a la région, ça rajoute de la difficulté et ça peut être aussi des freins. C'était pour ça que je vous posais la question. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est possible qu'en France ça soit plus compliqué, mais c'est faisable. Faut effectivement y aller. Effectivement, en France, on a un millefeuille administratif qui met en place des process, qui pousse à mettre en place des processus qui sont longs et qui peuvent être assez fatigants et qui, pour vous répondre, qui coupent aussi l'ambition d'innover par moment, parce que quand vous avez un process il vous faut 3 ans pour lancer la chose, entre avoir la validation, le début et la validation, c'est extrêmement long et c'est pas très motivant. Et comme on a envie d'avoir le résultat assez rapidement, c'est pas simple d'organiser ça. Et c'est pour ça que quand on crée, on va mettre en place ces équipements-là qui vont être des équipements et des transformations qui vont être lourdes. On commence déjà à mettre en place des petits événements et des petits équipements qui vont donner l'ambition de ce que ce sera dans le futur. Pas dans la création totale, mais en y allant par touche au début pour amener au final à l'équipement nouveau qui va être mis en œuvre. Et pour habituer les gens à ce changement-là et pour leur dire, voilà, ok, on va le faire, c'est dans 4 ans, mais entre-temps, on va déjà faire ça, ça et ça. C'est constitutif du projet global, mais c'est une part. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait peut-être une question? À la place des stationnements, avoir des espaces en design actif, ça peut être une idée. En tout cas, c'est l'idée qui est notamment portée à travers ce principe-là. C'est aussi, est-ce que les villes sont faites pour les voitures ou les piétons? Et c'est la question qui se pose là. Et on va avoir de moins en moins de voitures dans les collectivités et dans les villes. Et on va avoir de plus en plus d'espaces de ce type-là dans les villes. Merci. Oui, justement, je voulais vous demander comment vous gérez le fait de retirer des stationnements de la rue. Parce que les habitants, eux, ne veulent toujours garer leur voiture. Ouais. Et vous amenez un projet. Comment vous gérez ce conflit-là, en fait?
Déjà, c'est pas à moi de le gérer tout complètement. Après, vous avez, si je reprends l'exemple de Paris, vous avez les parkings souterrains qui sont vides. En fait, les gens se garent à l'extérieur par facilité. Après, vous avez aussi, enfin, je vais vite là-dedans en disant ça, mais derrière, vous avez aussi des voitures qui sont là et c'est la transformation de l'usage de la voiture qui va être important parce que les voitures sont utilisées à 10-15% de leur temps en véhicule et le reste du temps, elles sont garées. Donc c'est une moyenne. Donc derrière, on va transformer l'usage et l'usage des voitures va être transformé et ces équipements-là, ces aménagements qu'on appelle ville du quart d'heure ou les blocs, etc., vont amener une autre pratique de la voiture. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture quand on habite dans ville et si dans votre quart d'heure tout autour de chez vous, vous n'avez pas besoin de la voiture? Quand est-ce que vous avez besoin de la voiture? Quand vous allez partir en vacances, quand vous partez en week-end? Est-ce que vos enfants, moi, mes enfants là, qui ont entre 5 ans et 12 ans, il est fort probable qu'ils ne soient jamais propriétaires de leur voiture parce que cette évolution, elle va dans ce sens-là. On ne sera plus propriétaire de sa voiture plus tard parce que ça n'aura plus de sens en fait. D'être propriétaire de sa voiture, vous n'allez plus vous en servir. Donc on va aller vers de nouvelles pratiques et des nouveaux usages et la voiture, ça sera du covoiturage ou de la location et la mise à disposition de la voiture se fera possiblement dans des centres logistiques à l'extérieur de la ville ou à l'extérieur du quartier où vous allez récupérer votre voiture, mais ça sera différent. Mais les villes où il y a à Lyon par exemple, ils ont supprimé beaucoup de voitures, beaucoup de places de voitures pour en faire des terrasses pour les restaurants. C'est plus long de se garer, c'est sûr. On arrive quand même tout le temps à se garer. Et puis après, il y a les parkings souterrains qui sont mis à disposition, qui sont certes beaucoup plus chers qu'à l'extérieur, mais qui existent et qui ont des places disponibles. Et après, ça vous pousse aussi forcément à aller prendre les transports collectifs. Merci. Il y a quand même un point qui m'interroge quand vous parlez de la ville du quart d'heure. Il y a quand même une limite. C'est valide dans des zones très denses. Et je pense même sur Arcueil, il y a peut-être des endroits où cette idée qu'on va arriver à tout faire de manière, enfin, juste à proximité de son habitation, ça paraît assez difficile à imaginer, et je mets ça en regard avec ce que vous avez montré sur les projets. On voit des projets qui sont souvent quand même ponctuels sur des lieux, sur des espaces, mais est-ce que la réflexion, elle se fait habituellement à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une zone urbaine de surface relativement vaste? L'ambition, c'est que ça soit porté à l'échelle de la ville et qu'il y ait une répétition dans la ville des aménagements et que ça soit vraiment à l'échelle de la ville que ça puisse être fait. Et concernant la ville du quart d'heure, j'étais au Forum des villes moyennes là, il y a 10 jours là, à Saint-Dizier et justement on parlait des villes du quart d'heure et des villes des demi-heures en fait. Quand on était sur des villes moyennes qui étaient pas des villes comme Paris, Toulouse, Lyon, enfin ou des métropoles en fait, qui étaient des villes qui étaient plus petites et sur lesquelles vous n'aviez pas les mêmes les mêmes accessoires en fait. Après, Arcueil, je connais pas assez bien la ville pour vous dire si vous pouvez ou non tout faire en un quart d'heure, mais moi je pense que c'est une ville qui est assez dense et où on peut vivre sous le quart d'heure. Les villes de la région parisienne, je pense que c'est possible. Par contre, si vous allez effectivement dans les villes de Seine-et-Marne, à l'extérieur de Paris ou à l'autre bout du Val d'Oise et de l'Oise, vous allez vous retrouver sur des villes où il n'y a rien à un quart d'heure en fait. Donc vous allez devoir aller plus loin. Effectivement, c'est pas... vous ne pouvez pas incorporer ça partout parce que ça ne fonctionne pas partout, ce n'est pas une solution universelle, mais c'est une solution qui marche bien notamment pour les grandes métropoles. Merci. Alors oui, je rebondis un peu sur la dernière question. Je me demandais si le design, effectivement, les projets que vous avez présentés sont très ponctuels, enfin sur un périmètre circonscrit souvent. L'exception, c'était Nantes, où vous avez parlé du fil en fait, qui permet aux gens de circuler. Et je voulais savoir si le design actif pouvait être conçu selon des trames, s'il y a des exemples, pour inciter les habitants finalement à sortir de chez eux, sortir de leur quartier,
se déplacer à pied ou peut-être à vélo à travers la ville. Des trams comment? Bah, des axes de force en fait qui les incitent à aller plus loin que juste leur quartier en fait. Bah, en France, à ce jour, moi le seul exemple que j'ai réellement, c'est celui de Nantes, qui va être fait comme ça. Mais c'est ce dont on parle, ce dont je parlais, qui s'appelle les boucles sportives et les boucles culturelles. C'est ces éléments-là qui vont être des espèces de trams et qui vont amener les gens. Là, vous allez avoir une boucle sportive qui va se créer sur Saint-Ouen pour aller au Stade de France à Saint-Denis et jusqu'au centre-ville de Paris, qui va être une boucle sportive pour amener les gens à circuler sur l'espace olympique. Donc je parle beaucoup des Jeux Olympiques parce que c'est vraiment très très lié actuellement avec Paris 2024 et aux transformations. Mais là, il y a un projet de boucle sportive assez intéressant à Saint-Ouen qui va permettre d'aller à Saint-Denis et qui va permettre de relier l'île Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Denis, des territoires différents et pourtant très proches, mais en tout cas relier ces territoires-là et les traverser. Et derrière, oui, l'idéal, c'est de le faire à l'échelle de la ville pour créer cette connexion entre les espaces. Merci. Oui. Je vais peut-être me positionner plutôt côté mairie. Est-ce que, au niveau des expériences que vous avez eues dans les différentes villes, donc vous allez faire, si j'ai bien compris, quand même des regroupements. Aujourd'hui, les gens se plaignent de plus en plus des nuisances sonores. Donc, est-ce que ces regroupements font des nuisances? Est-ce que vous avez des cas qui vous sont remontés à ce niveau-là? Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a de la pratique libre. Je suis plutôt vraiment côté, je regarde avec un œil un tout petit peu différent. Donc si nos anciens plus se blessent sur ces différents agrès, est-ce que les mairies ont déjà été un tout petit peu embêtées avec des remontées d'informations? Et le troisième point, c'est dans la mesure où vous faites des regroupements, il y a forcément de la gestion de déchets. J'ai vu beaucoup de choses, mais je me demande si vous les avez intégrées dans votre... Parce que j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai pas vu la gestion des déchets. Est-ce que vous les avez prévues dans le futur ou tout de suite? Je ne sais pas. La gestion des déchets, non, comme ça, j'y ai pas pensé. Et on ne l'a pas intégré, effectivement. Mais ça rentre dans les espaces. Tout à l'heure, je parlais des sanitaires, des douches, etc. Oui. Ces gestions des éléments-là, les déchets, ça va rentrer à cet espace-là. Si on a une population plus grande, on va devoir amener, ces nouvelles ressources-là. Donc soit avec des poubelles de tri, mais généralement, quand on installe des équipements sportifs et ludiques, en fait, ça fait quelques années qu'on installe des poubelles de tri sélectives dessus, mais qui là devront être démultipliées pour ça. Concernant le bruit, donc si les éléments sont créés aussi en fonction de l'environnement que vous avez autour, on ne va pas créer par exemple, si vous ne voulez pas vous faire réélire, vous fabriquez un skatepark à côté de pavillons, donc vous allez perdre toute la population. Vous allez perdre tous les votants que vous aviez, vous allez les perdre. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire, hein, forcément. Après, si on invite les populations à venir sur les équipements, à venir jouer ensemble, à venir faire du sport, à courir ensemble, c'est pas des pratiques qui sont bruyantes. On n'est pas sur des éléments qui vont créer un gros chahut et qui vont créer des problèmes de nuisances sonores autour. Des équipements sportifs qui font des nuisances sonores, il y en a. Par exemple, les skateparks, c'est ultra bruyant. Ou les pistes les skateparks, c'est bruyant. Si on met en place un espace de breakdance ou de danse urbaine et où on met à disposition un spot de DJ en accès libre, ça peut être compliqué aussi. Mais sinon, une aire de jeu, il faut aussi que les gens sachent et comprennent que les enfants, ça fait du bruit, et que ça joue, que ça rit, que ça rigole, que ça crie, et qu'on puisse aussi l'accepter, parce que effectivement, les villes sont denses et ces éléments-là doivent s'intégrer dans la ville. Donc derrière, on a des nuisances. Mais moi, je préfère entendre des enfants jouer que les avions qui passent au-dessus de ma maison à Aubonne. Donc, donc si je dois choisir, je choisis les enfants. Et puis, je sais plus, c'était quoi le troisième point? Le troisième, c'était tout ce qui était risque. En fait, ah oui. Au niveau de la pratique sportive, malheureusement, quelquefois, il va y avoir des casses ou des choses comme ça. Et quand il y a un trou dans la rue, on appelle le maire. Quand il y a un agrès défectueux, on appelle le maire. Donc, est-ce que vous avez déjà eu en fait des cas ou des remontées de personnes qui se seraient
blessé sur un agrès qui aurait embêté, entre guillemets, sur vos espaces ludiques, les mairies, fort de votre expérience, pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on les traite. C'est pour ça que je me suis... Ouais, ça nous est déjà arrivé, malheureusement. Même, il faut savoir que même quand on est complètement conforme aux normes, on peut avoir des soucis, en fait. Et c'est juste complètement aberrant. On nous a, à Strasbourg, l'année dernière, non, c'était il y a 2 ans, je pense maintenant. On nous a retiré un jeu qu'on avait installé parce qu'il y avait un enfant qui s'était blessé sur le jeu. Alors que le jeu est parfaitement conforme, qu'il avait passé les bureaux de contrôle, etc. L'enfant s'était blessé dessus. Donc nous, on n'a pas eu de problème. Mais on a demandé pourquoi vous l'avez enlevé. Bah oui, parce que ça peut recommencer. Un enfant peut se faire mal dessus. Mais si on doit faire ça sur tout, c'est un peu compliqué. Et on va pas forcément y arriver. Déjà qu'on a un paquet de normes en France, et là pour le coup on est jusqu'au boutiste, hein. On a un principe de précaution qui est pas mal avancé par rapport à d'autres pays. Il faut savoir qu'en France, nous, on a le principe de précaution, donc on essaie de juger et de mettre en place des normes qui vont couvrir tout risque potentiel d'accident. Et si vous allez par exemple en Allemagne, le même jeu, vous allez avoir une définition différente, donc vous allez avoir la même norme européenne, sauf qu'ils n'ont pas de décret applicatif supplémentaire, et qu'on va considérer le risque potentiel normal. Voilà. Si l'enfant se casse une jambe sur le jeu, c'est un risque potentiel normal. Il peut se faire mal s'il a un usage anormal de la structure. Alors que nous, ici, on va chercher à enlever tout risque possible de ça. Concernant les personnes et les seniors actifs, notamment, il y a un sport qu'on développe et qu'on pousse, nous, qui est le parcours. Donc c'est la mobilité urbaine. Donc c'est des équipements, des agrès sur lesquels vous allez avoir des barres, des boîtes, et puis vous passez d'un équipement à l'autre. C'est un sport qui peut être très sportif. En fait, c'est quelque chose qui peut être très sportif, mais c'est quelque chose que nous, on ambitionne de pousser dans les collectivités pour l'apprentissage, notamment l'apprentissage chez les plus petits, parce que vous allez apprendre à dépasser vos limites et à passer d'une boîte à l'autre sans avoir peur de tomber. Et vous allez apprendre à tomber aussi. Et apprendre à tomber, finalement, ces 2 choses-là, c'est des choses que vous allez retrouver chez les seniors aussi. Donc on va amener le parcours comme étant une pratique sportive pour les seniors, parce que si on apprend à un senior les mêmes mouvements que la petite enfance, il faut qu'il réapprenne son corps parce que le corps change et les muscles changent, donc on doit réapprendre certains mouvements pour éviter les blessures. Donc on travaille sur des équipements qui vont permettre d'acquérir de nouvelles compétences en fonction des âges dans lesquels on est, et pour éviter les blessures. Et derrière, c'est pour ça aussi qu'on pousse l'encadrement par les éducateurs sportifs ou par des coachs pour des pratiques qui peuvent être potentiellement à risque. Comme dans les villes, on a beaucoup de street workout ou de fitness. C'est des pratiques qui peuvent être potentiellement à risque. Vous pouvez vous blesser en faisant du fitness assez facilement. En faisant du street workout, c'est une pratique qui est hyper accidentogène. Les pump track, là, comme on a vu, celui de Saint-Dizier, c'est une pratique, quand vous allez le mettre en place dans votre ville, vous allez avoir les pompiers tous les week-ends dessus qui vont vous ramener des enfants tous les week-ends ou des adultes tous les week-ends à l'hôpital parce qu'il va forcément y avoir des accidents. Mais à ce jour, en tout cas, c'est considéré comme normal qu'il puisse y avoir des accidents. C'est toléré, en fait, c'est une espèce de tolérance. Mais si on va jusqu'au bout, sur les pistes de pump track, il faudrait qu'un utilisateur par piste en même temps sur la piste pour éviter tous les accidents. Et encore, 7 utilisateurs pourraient se faire mal tout seul. C'est des plateaux sportifs sur lesquels on amène vraiment plusieurs groupes de personnes à venir dessus, et ça se passe très bien. Ce qui est assez sympa à voir, c'est que quand vous mêlez j'ai pas inventé les études sociaux, hein, mais quand vous mettez les gens ensemble, à vivre ensemble, les choses s'imbriquent bien, en fait. Les gens apprennent à travailler ensemble et puis utilisent l'équipement en fonction des heures, des pratiques, etc. Sur les skateparks, par exemple, vous avez des exemples qui sont hyper intéressants parce que vous allez avoir des trans horaires où c'est les plus petits qui vont utiliser, puis à partir d'une certaine heure, vous avez des plus grands qui vont venir. Si vous encadrez une pratique sur un skatepark, vous allez voir que vous allez avoir une pratique féminine qui va être supérieure à la pratique des garçons. Et c'est hyper intéressant. Donc encadrer les pratiques et puis regarder les créneaux horaires, ça change et ça vit extrêmement bien. Merci. Question pratique et très directe sur la pratique féminine. Quels sont les types d'installations ou quels sont les types de design
selon vous, qui répondent le plus à ce déficit qu'on observe sur la pratique féminine? Et deuxième question aussi en lien avec la pratique féminine, est-ce que l'absence, en tout cas le manquement du questionnement qu'on avait sur la présence de sanitaires ou pas pendant plusieurs années, enfin l'entendre aujourd'hui sur votre présentation, ça m'a un petit peu frappé. Est-ce que c'est un élément très bloquant pour répondre à ce manque de pratique féminine dans les installations sportives libres en extérieur? Bah, moi, je suis pas le seul à le penser, mais en tout cas, les sanitaires, c'est un vrai problématique et c'est une partie de la réponse sur la pratique féminine. Après, il y a beaucoup de femmes ici, donc on pourrait les interroger, mais en tout cas, sur les espaces en accès libre, il est certain qu'une jeune fille ou une jeune femme, si elle a ses menstruations ou si elle a envie d'aller aux toilettes, elle ne sera pas amenée à aller dehors aussi simplement qu'un garçon peut aller derrière la voiture et donc ne sera pas invité à le faire. Et que si on amène cet équipement-là sur l'espace, on va permettre à cette jeune fille ou à cette femme d'avoir accès à l'équipement. Donc on va penser à elle. Donc déjà, il y a le fait de penser à elle. Après, il y a l'aspect de la sécurisation de l'équipement qui est important avec la lumière, les accès qui vont être balisés, la boucle sportive qui va amener à l'équipement. Il y a l'aspect de l'encadrement sportif qui est indéniable. Hein. Quand vous mettez, vous avez un équipement de street workout, vous ne mettez pas d'encadrement sportif, vous avez que des gars toute la journée. Vous mettez un encadrement sportif, vous l'ouvrez à une population féminine, vous allez avoir des mamans, vous allez avoir des jeunes femmes qui vont venir sur un équipement qui habituellement est utilisé que par des garçons. Et les terrains multisports, par exemple, qu'on voit beaucoup dans les collectivités, c'est un équipement qui continue d'être subventionné à gogo. Mais ça fait 25 ans qu'on voit la même chose sur ces terrains-là. Il n'y a pas de jeunes filles qui jouent dessus et ça ne pose pas de problème. Mais ces équipements-là vont être voués à disparaître parce que sur ces terrains, on ouvre les terrains. D'ailleurs, le terrain multisport est un équipement qui est en recul actuellement sur les ventes et sur les installations par rapport aux années précédentes. Donc ça fait plusieurs années de suite que ça descend, donc ça devient vraiment normal de le voir descendre. Et c'est un équipement qui va disparaître petit à petit parce qu'on est à la recherche de plateaux multi-pratiques de ce type-là et non plus de terrains multisports groupés où finalement il n'y avait plus que du foot dessus et il n'y avait pas d'autres pratiques. Donc on va être sur des pratiques qui vont être plus ouvertes et plus inclusives que le terrain multisport. Mine de rien, le terrain multisport, c'est typiquement un équipement qui est excluant. Vous êtes dans une clôture, vous êtes fermé. Si vous êtes le plus petit, le plus gros, la plus petite, etc., vous n'allez pas être invité par les ados qui jouent dessus. Et vous allez avoir, si vous êtes un peu timide, vous n'allez pas aller sur cet équipement-là. Donc nous, on cherche à créer des équipements où il ne va pas y avoir d'exclusion et où les gens vont pouvoir aller à la rencontre l'un de l'autre et puis jouer ensemble et apprendre l'un de l'autre.